voyez cette famille? Ça, c'est une photo prise avant la nuit du 13 novembre 1974. Et voici ce qu'il en reste après la nuit du 13 novembre 1974. Cette famille, c'est la famille DeFeo. Ils sont presque tous morts. La famille DeFeo, pourquoi on parle d'eux? Parce que c'est les premiers à avoir fait parler d'eux dans cette maison, Amityville. Je ne vous apprends rien. Amityville est très connu, au vu de son nombre d'adaptations cinématographiques, et la famille DeFeo a été la première famille à avoir fait parler d'elle dans cette maison. La maison d'Amityville a été construite en 1924, à Amityville du coup, dans l'état de New York, aux États-Unis. Située au 112 Ocean Avenue, cette demeure du style colonial hollandais semblait ordinaire à première vue. Les DeFeo ont emménagé dans la maison d'Amityville en 1965. Entre la construction de la maison d'Amityville dans les années 1920 et l'arrivée de la famille DeFeo en 1965, la propriété a été occupée par plusieurs propriétaires successifs. Pendant cette période, la maison a servi de foyer à différentes familles et individus. Mais il n'y a pas eu d'événements notables enregistrés avant l'arrivée des DeFeo. La maison semblait être une résidence ordinaire dans une banlieue tranquille de New York. La famille DeFeo, c'est eux. Comme tout à l'heure, ils n'ont pas changé, sauf que là, ils sont en vie. Elle était composée de Ronald DeFeo Sr., son épouse Louise, et leurs 4 enfants. Ronald DeFeo Jr., surnommé Butch, Dawn, Allison et Mark. Ronald DeFeo Sr. était un homme d'affaires prospère qui gérait une concession de voitures. Louise, elle, c'était une mère au foyer, dévouée et aimante. Les enfants, ils étaient bien intégrés dans leur communauté, ils allaient à l'école, ils participaient à des activités sociales. C'était typique à l'époque. Cependant, malgré l'apparence de normalité, des tensions familiales semblaient exister au sein du foyer DeFeo. Ronald DeFeo Jr. était particulièrement en conflit avec son père, et il était souvent décrit comme un jeune homme turbulent en proie à des problèmes de comportement, et petit à petit, il s'est mis à consommer de la drogue. What did you do? What did you do? Le 13 novembre 1974, aux petites heures du matin, un drame terrible a secoué la maison. Ce jour-là, Ronald DeFeo Jr., âgé de 23 ans à ce moment, a commis l'un des crimes les plus choquants de l'histoire récente. Aux environs de 3 heures du matin, 3h15, armé d'un fusil de calibre 35, Ronald DeFeo a parcouru les chambres de sa maison et a battu ses parents, Ronald DeFeo Sr. et Louise DeFeo, ainsi que ses 4 frères et sœurs, Dawn, Allison, Mark et John. Tous ont été tués dans leur sommeil. Après avoir commis ce massacre épouvantable, Ronald Jr. a quitté la maison et s'est rendu dans un bar voisin. Il a alerté les personnes présentes en criant que sa famille avait été tuée. La police a été immédiatement contactée et une enquête a été ouverte. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont découvert les corps sans vie des membres de la famille, dans différentes pièces de la maison. Tous avaient été tués par balle. Ronald Jr. a rapidement été identifié comme le principal suspect et a été arrêté peu de temps après. Alors j'en ai connu des histoires étranges, mais celle-là, elle va être vraiment compliquée pour le coup.
Lors des interrogatoires, Ronald Jr. a initialement affirmé que des tueurs anonymes avaient commis le meurtre. Mais ces histoires contradictoires et ces incohérences ont finalement été révélées. Dans un second temps, il affirme que c'est sa sœur Dawn qui est l'auteur des meurtres, et que lui l'avait abattue en cas de légitime défense. En effet, sur la chemise de nuit de cette dernière, il y avait des traces de poudre non brûlée, qui, d'après l'expert en balistique, démontrent qu'elle aurait tiré au moins une fois, ou bien qu'elle a été à proximité. Cependant, cette piste ainsi que la piste que Ronald n'a pas été le seul à tirer a été écartée. Ronald DeFeo a aussi évoqué la possession démoniaque. Il a été accusé des meurtres de sa famille et a été jugé pour 6 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré. Le procès a été médiatisé et a captivé l'attention du public. Finalement, Ronald Jr. a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 6 peines de prison à perpétuité. Suite à cette histoire, la maison a été remise en vente et une nouvelle famille y a emménagé. La famille Lutz est arrivée dans la maison d'Amityville, après le drame du 13 novembre. Plus précisément, ils ont emménagé dans la maison en décembre 1975, soit environ 1 an après les meurtres de la famille DeFeo. La famille Lutz, c'est eux. Coucou, on est la famille Lutz, on est trop beau et on vit une histoire parfaite, on n'a aucun problème dans nos vies. La famille Lutz est composée de George Lutz, Kathy Lutz et de leurs 3 enfants, Daniel, Christopher et Missy. George était un entrepreneur prospère et Kathy était une mère au foyer aimante. Exactement la même histoire. Ils étaient une famille aimante et unie, cherchant un nouveau foyer pour élever leurs enfants. Et en fait, la famille Lutz, ils ont été informés des drames et des meurtres qui se sont produits, et vu que suite à ça, le prix de la maison il a drastiquement baissé, ils l'ont quand même acheté pour 80 000 $. Et je vais vous expliquer très vite pourquoi il faut jamais acheter une maison avec des antécédents de meurtre. La famille Lutz a résidé dans la maison suite au drame, et ils n'ont jamais vécu d'événements paranormaux, ils ont vécu des jours heureux tout au long de leur vie. C'est faux. La famille Lutz est restée à peine 28 jours avant de fuir cette maison. Et dès les premiers jours, des événements se sont produits. Apparemment, d'après les dires, le premier jour, Harry Lutz, le labrador de la famille, aurait failli mourir pendant 1 heure après l'emménagement. Étant considéré comme calme de base, le premier jour, il fut très agité et il tenta de sauter par-dessus une clôture. Mais le chien étant attaché, aurait tenu à quelques centimètres du sol à la chaîne, entièrement tendue. Mais il fut sauvé, donc ça va. Sachez avant tout que les propos qui vont être expliqués viennent de George Lutz en personne ou du premier livre qui a été écrit sur Amityville. Et je vous expliquerai pourquoi ça fait polémique. Lors de la première visite de la maison, la famille fut à l'aise. Mais ils ont quand même fait bénir le lieu suite à la demande de proches à eux. En effet, écouter son entourage, c'est important. Le père Ralph Pecoraro, il est arrivé, il a fait le tour de la maison et il s'est dit « Tiens bon, je vais faire mon travail, je vais bénir chaque pièce ». Il rentre dans chaque pièce, blablabla, et il arrive à une chambre du 2e étage, correspondant à l'ancienne chambre des DeFeo. Il aurait eu une sensation de malaise, il aurait senti comme si quelqu'un lui mettait une gifle et aurait entendu une voix lui dire de partir. À sa place, moi je serais parti en courant. Et apparemment c'est ce qu'il aurait fait. On lui en veut pas, mais par contre il a dit à la famille de ne surtout pas faire de cette pièce une chambre. Ça va, la famille avait prévu d'en faire une pièce à couture, on peut donc se dire qu'ils ont réussi à éviter le problème. Ben non. Là, on est toujours au premier jour. Alors imaginez le mois entier, mais ça va. À ce moment-là, la famille Lutz ne s'inquiétait de rien. His hand had been touched by something that we discussed and couldn't explain. It was just something unseen. Within. I mean, this is in the daylight, or was it? Yes, It was it's during the day. right. Okay. We also had hordes of flies that would appear within 2 rooms. Les premières nuits furent difficiles pour la famille Lutz. Alors comme ça, on a du mal à trouver le sommeil, tiens, comme c'est étrange. Ah ben oui, vous serez pas choqués si je vous disais qu'ils entendaient des bruits dans la nuit, de pas, des cris, etc. George a affirmé que la nuit, il était mal à l'aise. Et quand il réussissait à s'endormir, il se réveillait souvent à 3h15. Apparemment, 3h15 était l'heure où Ronald DeFeo Jr. aurait tué toute sa famille. Mais il n'en est rien d'officiel. C'est ce qui a été raconté par les médias surtout, donc on sait pas trop. George une nuit aurait été le seul à entendre une fanfare au rez-de-chaussée. En descendant, plus de bruit. Mais tous les meubles de la maison étaient poussés contre les murs, comme si la salle avait besoin de place. Au fur et à mesure des jours, George devenait de plus en plus colérique et s'engueulait de plus en plus avec sa femme. Il venait méchant, énervé et avait des changements soudains d'humeur. Kathy, elle, aurait aussi ressenti des choses en fonction des pièces. Elle se serait sentie enlacée par une femme, aurait eu des marques rouges apparues sur son corps, comme si elle avait été marquée au fer.
Le comportement de leur fille aurait changé également. Depuis l'arrivée dans la maison, elle aurait dit à ses parents qu'elle se serait fait une amie du nom de Jodie. Cette dernière aurait la forme d'un cochon aux yeux rouges et regarderait régulièrement les gens par la fenêtre. Mais c'est vraiment écrit dans le script ça ? Je rigole pas, c'est vraiment ce qui a été annoncé. En hiver, il y aurait eu des nuages de mouches, alors qu'en hiver, les mouches, elles meurent. Il aurait été dit qu'il faisait régulièrement très froid, et que chauffer la maison n'était pas chasse facile. La plupart des pièces auraient été tachetées de noir ou de moisissure. La journée du 13 janvier aurait été les 24 heures les plus difficiles à vivre selon la famille Lutz. George explique que Cathy aurait eu l'apparence d'une femme de 90 ans, et qu'après, elle aurait eu des marques d'égratignures sur le ventre. Le soir, alors qu'il y avait une tempête, les Lutz ont décidé de faire dormir leur chien à l'intérieur de la maison, et leur chien il a tapé sa meilleure nuit malgré le bruit. Cathy aurait commencé à léviter d'une dizaine de centimètres, s'éloignant du lit, mais George l'a attrapé et y aurait entendu des cris de baleine. One was what I described as a low moaning wail. It was from deep within inside me. And at the same time I was saying the words, "It's in Chris's room, it's in Chris's room." George aurait entendu de la chambre des enfants des lits se retourner et tomber, mais d'après lui, il n'arrivait pas à sortir de son lit et il sentait qu'une force invisible l'en empêchait. Leur chien aurait commencé à tourner en rond, à vomir, s'allonger et à recommencer en boucle. George ne pouvait rien faire. Et le 14 au matin, bye bye la famille Lutz. Ils ont fui. Après, il était temps. Ils sont partis sans même songer à prendre leurs affaires et ils ne sont jamais revenus dans la maison. Ça, c'est la version la plus basique que George a racontée de son histoire. Mais c'est là que le paranormal peut être remis en question. I'm positive of that. I don't believe there were any ghosts in that house. I don't think there ever were. And I know there's not any there now. Nothing else can do that other than the intelligence of something inhuman. George et Cathy ont décidé d'enregistrer toute leur histoire sur une bande audio. Et les deux avaient vécu des histoires totalement différentes, comme s'ils n'avaient jamais vécu dans la même maison. Là, à partir de maintenant, il y a beaucoup d'autres personnages qui vont arriver dans l'histoire. Les Lutz auraient contacté William Weber. William Weber, c'était l'avocat de Ronald Defoe Jr. pour avoir des informations sur tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont discuté toute une soirée et l'avocat, lui, il n'y a pas cru une seule seconde, mais il aurait quand même proposé d'écrire un livre, parce que l'argent, ça a toujours bon goût. I didn't believe 90% of what they were saying, but admittedly I was interested in writing a book on the case. Mais les Lutz, ils ont dit non. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est continuer à savoir ce qu'ils ont vécu. Apparemment, George aurait contacté le 16 février 1976 un certain Stephen Kaplan. Stephen Kaplan, c'est le directeur de l'Institut parapsychologique d'Amérique. Il a été contacté par George parce que George, lui, il voulait ouvrir une enquête sur la maison. Le deal, il était simple. L'intervention de Kaplan, elle était gratuite, mais l'enquête ainsi que les résultats, ils seraient publiés publiquement. Que cette histoire soit vraie ou que ce soit un canular. Un peu de temps après, George aurait annulé, lorsque Kaplan a annoncé l'ouverture de l'enquête. Tiens, c'est étrange. À ce moment-là, ça y est, l'affaire elle commence à être médiatisée. Après, les Lutz, ils ont commencé à donner des conférences de presse, donc fallait pas s'en étonner. Channel 5, une chaîne télévisée de l'époque, plonge son nez dans cette histoire, ainsi qu'une jeune journaliste, Laura Didio. Laura Didio, elle a réussi l'exploit d'enquêter dans la maison en gagnant la confiance des Lutz. Et elle a fait venir 2 personnes. Ces 2 personnes, c'est pas n'importe qui sur l'affaire, et c'est 2 personnes qui sont bien connues. Ed et Lorraine Warren. Alors ceux qui ne les connaissent pas, ils ont été sur probablement toutes les affaires paranormales connues, et ils sont particulièrement connus grâce au film Conjuring. If you gave me $1 billion, I wouldn't go in that house again. Because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible place. Oh, it's terrible. Les Warren, ils sont invités par la chaîne télé pour faire une enquête. C'est le 24 février 1976 que George les accueille dans la maison sans y rentrer, car je le rappelle que la famille Lutz n'y a jamais remis les pieds, ça c'était pas une blague. Lorraine, elle, a affirmé qu'elle avait peur et elle avait des reliques, ayant réalisé des miracles auparavant. Lorraine, elle était assaillie de visions,
sentant des vents froids la traverser, elle s'est sentie particulièrement mal à l'aise dans la chambre de la petite fille, là où on voyait régulièrement Jody, alias le cochon aux yeux rouges. Lorraine s'est assise et a fermé les yeux. Elle a dit avoir été prise d'une horreur absolue, l'ayant traumatisée, et déclara que c'était la pire affaire qu'elle ait vécue. Son mari, lui, n'avait pas de don de clairvoyance, mais lui, il avait un cerveau. Il est allé dans la cave, lieu déjà très glauque en soi, et il dit avoir vu des choses, des ombres, et que les ombres l'ont attaqué, essayant de le mettre à terre, et après avoir voulu essayer de réciter des prières, il se serait senti léviter. Ed et Lorraine n'ont jamais imaginé que la situation pouvait être aussi grave. Lorraine aurait dit avoir rencontré Ronald DeFeo au 3e étage, l'homme ayant été assassiné dans la maison. Toute l'équipe ayant accompagné les Warren aurait vécu des choses aussi paranormales à leur manière. Par exemple, une collègue des Warren les ayant accompagnés lors de l'enquête aurait été tellement sous le choc qu'elle aurait démissionné et elle aurait aussi quitté l'état. C'est ciao. Les Warren ont quitté les lieux dans les 1h du matin et apparemment les problèmes ne les ont pas quittés. Là, Ed et Lorraine Warren, ils sont rentrés chez eux tout simplement, et Ed a raconté que dans son bureau, qui est situé juste à côté du musée de l'occulte, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le musée de l'occulte, je vous invite à regarder sur internet, Ed aurait entendu des bruits de pas à côté de lui, ce qui n'était pas normal, parce que Lorraine elle approchait plus cette partie de la maison à partir de 21h, car trop dangereux pour elle. Et il pense que ça a un lien avec Amityville. Le genre de travail que nous faisons, c'est d'enquêter sur le paranormal, le supernaturel et le préternaturel. Les phénomènes hantés causés par les esprits humains ou par les activités des esprits frappeurs ou par les fantômes démoniaques non humains. Nous avons travaillé sur de nombreux cas de possession et d'exorcisme et la Warner Brothers allait droit sur notre vie. Il y avait un sentiment horrible de mauvais présage à travers toute la maison. On sentait que la maison était infestée par quelque chose d'autre que par des esprits humains. C'était certain. C'était plus qu'évident. Nouvelle confrontation avec la maison le 6 mars 1976 qui cette fois-ci est filmée. Dès lors que Lorraine essayait de rentrer en contact avec des esprits, l'entièreté de l'équipe ressentait des malaises. Les journalistes sont sortis avec à peu près rien de concret. Aucune preuve réelle qui prouvait que le paranormal existait dans cette maison. Lors de cette soirée, plusieurs photographes et vidéastes ont été sur les lieux. Plusieurs photos étranges ont été prises. Cette photo, où on voit un enfant passer la tête dans le couloir, apparemment ce serait le petit John DeFeo décédé. Il y aurait aussi cette photo. On y voit Lorraine avec sa relique. On n'y voit rien d'anormal, mais deux choses en ressortent si on regarde bien. Ici, certains disent avoir vu le visage d'un homme, Padre Pio. Cet homme serait le propriétaire de la relique de Lorraine qu'elle tient dans les mains. Et ici, on verrait le visage de Ronald DeFeo Jr. Après le passage des Warren, il ne s'est rien passé et la maison a été remise en vente pendant une bonne année. Elle a fait l'objet de beaucoup de débats et de doutes après sa surmédiatisation. Une nouvelle famille ont acquis la maison. Ils en ont souffert aussi, mais pas à cause d'activités paranormales, mais à cause d'événements successifs publics sur la maison l'ayant rendue très célèbre. Sortie d'un livre, d'un film, de la presse, les Warren enchaînent dans les interviews, il y a des curieux qui reviennent vouloir absolument voir la maison, et c'est ce qui dérange les nouveaux propriétaires. Ils y sont restés quand même une dizaine d'années et ils ont revendu la maison très cher. D'autres familles ont emménagé et rien ne s'est reproduit depuis. Alors pourquoi seule la famille Lutz aurait vécu des choses paranormales? Les Lutz ont dit que les fantômes les auraient suivis. Cependant, comment les Warren, juste après, auraient eux aussi ressenti des phénomènes paranormaux, sachant que les fantômes auraient suivi les Lutz n'étant plus dans la maison? Cette affaire est complexe, et comme je vous l'ai dit, elle va plus loin qu'on ne peut le penser. Pour les Lutz, tout ce qu'ils ont vécu est réel. En revanche, tout ce qui a été médiatisé ou récité dans les livres ne l'est pas forcément. Il y aurait eu beaucoup de propos erronés pour mieux vendre. En fait, les Lutz auraient enregistré leurs histoires et ne l'auraient raconté qu'une seule fois à l'auteur du livre. Et en fait, cet auteur, il se serait aidé de témoins et d'autres pour peaufiner toute l'écriture du livre. L'auteur lui-même aurait pu se tromper sur la rédaction du premier livre, car il ne pouvait tout simplement pas poser de questions sur la compréhension de certains points de George, car George ne voulait pas en parler, tout simplement. Ce qu'on sait, c'est que les Lutz, ils ont gagné de l'argent pour les droits des films et des livres. Et on peut penser que peut-être les Lutz avaient raconté tout ça pour gagner de l'argent tout simplement sur leurs histoires. Effectivement,
c'est facile d'énumérer des phénomènes paranormaux dans la maison où 1 an avant il y a eu des meurtres. Si ça se trouve, suite au drame des DeFeo, il ne s'est jamais rien reproduit. Il y a plein de choses qui peuvent être objectivement rationnelles, comme le fait qu'ils avaient du mal à dormir, sachant que les Lutz y dormaient dans le lit où Ronald DeFeo Sr. et sa femme sont morts. Ce qui est déjà normal d'avoir du mal à dormir quand tu n'as pas ton confort, quand tu ne te sens pas chez toi, encore moins quand il y a une personne qui est décédée dans ce même lit. On y trouve également plein d'incohérences, de comparaisons qui ont été faites par rapport aux livres et aux médias et ce qui a été raconté. Dans le livre, il a été raconté que la maison aurait été construite sur un ancien cimetière d'une tribu indienne. Mais aucune tribu n'a vécu à Amityville ou dans les horizons. Il aurait été écrit que dans le livre, un matin, ils auraient vu des traces de sabots dans la neige, alors que suite à des recherches météorologiques, il n'a pas neigé ce jour-là, ni avant ni après. L'avocat de Ronald DeFeo aurait avoué avoir organisé avec les Lutz toute l'histoire pour se servir lui-même des problèmes paranormaux et alimenter l'histoire de la possession démoniaque pour défendre son client. Par exemple, dans le premier film, ils annoncent que c'est une histoire vraie dès le début du film. Alors que normalement, dans les films, c'est écrit inspiré de faits réels parce que tout simplement, c'est une base réelle, mais l'écriture de l'histoire peut devenir de l'imaginaire à tout moment. Et en fait, lors du film, la notion d'inspiration n'était pas dosée, ce qui n'a pas aidé dans la compréhension du public. À Amityville, l'effet fut immédiat et redoutable. Quand tous ces livres ont été publiés et que le film est sorti, c'est devenu l'enfer. Ça a été l'affolement chez les médias. Tous ces gens se sont abattus sur Amityville. Des gens venus d'Irlande, venus d'Angleterre, des gens venus de partout en Europe. Ils étaient envahis non pas par des fantômes, ni par des démons, mais par les touristes. Sous la grêle ou dans la tempête, il y avait parfois plus de 50 personnes qui se tenaient par la main et qui regardaient la maison, comme si c'était une religion. Sur Ocean Avenue, les pelouses des habitants étaient envahies par les voitures des badauds qui essayaient de s'approcher de la maison de l'horreur. J'avais des dizaines de gens venus en bus qui pique-niquaient dans ma cour, des nonnes venues de Suède. Elles s'étaient coincées dans mon allée, et je ne sais même pas comment elles étaient arrivées là. Les Warren auraient aussi apparemment truqué l'entièreté d'une affaire, ce qui ne le rendait pas très crédible non plus. Par exemple, pour la poupée Annabelle, c'est les Warren qui ont géré l'affaire, et ils étaient les seuls témoins, comme sur beaucoup d'autres affaires. Par exemple, la photo du petit garçon. Elle serait fausse. Apparemment, ce serait pas un des fantômes de la maison, mais un des caméramans qui était présent ce soir-là. Il y a des échos qui diraient que beaucoup des interventions des Warren seraient mises en scène. Alors, qui est-ce qu'il faut croire réellement ? L'affaire d'Amityville, qui a défrayé la chronique des années 70, est entourée de mystères et de controverses. Après un tragique événement où Ronald DeFeo a assassiné sa famille dans leur maison à Amityville, la maison est devenue célèbre pour les prétendus phénomènes paranormaux qui s'y seraient déroulés. Des histoires de hantises, de possessions et de manifestations surnaturelles ont alimenté l'imagination du public, ayant donné lieu à de nombreux livres et des films. Cependant, la véracité de ces événements reste contestée, certains les attribuant à des canulars ou à des explications plus terre-à-terre. La finalité de l'affaire d'Amityville reste donc un sujet de débat, mais elle continue à fasciner et intriguer les amateurs de paranormal à travers le monde. De nos jours, la maison a reçu différents travaux. Par exemple, les fenêtres en quart de cercle faisant penser à des yeux ont été changées par des fenêtres carrées, et la peinture qui était noire a été refaite plus claire. D'ailleurs, la maison n'est plus au 112 Ocean Avenue, mais au 108. Et la maison a aussi été floutée sur Google Earth. Merci d'avoir suivi cette vidéo, longue affaire et beaucoup de propos qui ont été dits, qu'ils soient vrais ou faux.
il est très difficile de savoir qui a réellement raison ou tort. Alors j'espère vous avoir retracé l'histoire de la meilleure des manières. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner. Ça aide toujours, et pour moi, ça montre que vous voulez d'autres vidéos de ce style. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la prochaine affaire.